questions qui sont peut-être liées, peut-être pas. On m'a expliqué une fois qu'en Suisse alémanique, je parle des modèles de distribution pour une production qui est justement agroécologique ou biologique. Et ce que j'ai entendu dire à propos de la Suisse alémanique, c'est qu'ils avaient un modèle de, entre guillemets, parce que je ne suis jamais allé, je ne sais pas exactement ce qu'ils entendent par là, mais de supermarché bio. Il y a aussi à Meyrin le projet de supermarché qui se monte. Est-ce que quand vous évoquiez justement une espèce de trou entre la grande distribution super industrialisée et puis la distribution très personnalisée des paniers en Suisse romande, est-ce que là, c'est à ce genre de modèle qu'on pourrait, vers ce genre de modèle qu'on pourrait se diriger? Ça, c'est une de mes questions. Puis ensuite, la question qui est liée, qui touche à ce que vous disiez sur la question sur le public, est-ce qu'on a suffisamment de consommateurs ou pas? Là, moi, s'il y a des politiciens dans la salle qui nous disent ce qu'ils veulent faire éventuellement pour pousser toutes les écoles et toutes les cantines d'école à consommer uniquement comme ça, il me semble absolument incontournable comme première mesure, parce qu'ils peuvent faire beaucoup. Voilà. Alors, effectivement, c'est typiquement le genre d'exemple de supermarchés, entre guillemets, qui sont tenus, comme c'est le projet à Meyrin, par toute une série de producteurs, en fait, qui se relaient, qui sont présents, etc. Mais qui proposent plein de produits différents. Je pense que c'est ça qui manque, en fait, aussi un peu. C'est qu'effectivement, le modèle des ACP, il est bien développé maintenant pour les légumes. Mais par contre, pour tout ce qui est produits transformés, fromage, farine, pain, viande, etc., c'est encore pas vraiment rentré dans les mœurs. Puis là, il y aurait effectivement la place à prendre. Et puis après, moi, je pensais aussi simplement à des distributeurs locaux qui fassent sur l'échelle d'un petit canton, d'un mini-canton, qui aillent voir les producteurs et qui amènent dans certains magasins, certains points de vente, etc. Et voilà, ça, c'est quelque chose qui existe de moins en moins, en fait, et qu'il faudrait repousser. Et puis, par rapport à l'aspect politique, effectivement, je pense qu'à Lausanne, il y a la plateforme bio locale, je crois, qui livre les crèches, en fait, en produits biologiques. Et ça aussi, je pense qu'en entrant par la porte, effectivement, de l'enfance ou des hôpitaux, des choses comme ça, c'est un moyen d'encourager. Il faudrait effectivement que toutes les collectivités publiques passent par là, pour vraiment aller dans ce sens-là. Pour le coup, la plateforme bio locale était censée être bio et locale, les deux combinés, et les politiques ont fait en sorte que ça soit bio ou local. Voilà, parce que je sais pas comment ils envisagent ça, mais ils ont calibré leur budget de telle façon. On a donné juste ce qu'il faut pour mettre un peu de bio dans les cantines et dans les crèches, mais pas trop. Du coup, le fondateur, lui, était pris en étau là-dedans, et en fait, il était obligé de dire à la ville, bon, ok, et puis de dire aux producteurs bio, voilà, c'est comme ça, mais pas autrement. Ça a beaucoup mécontenté les gens à l'Assemblée générale. On a pensé les politiques. Oui, mais alors, disons, qu'est-ce que les citoyens peuvent faire pour aider les politiques? Parce que les citoyens, en principe, c'est là pour foutre des coups de pied au cul des politiques. Effectivement, les consommateurs peuvent le faire déjà en consommant. On doit tenir du rêve, ou est-ce qu'il faut imaginer? Non, mais déjà en consommant, en allant au marché, en souscrivant à des ACP, etc. C'est clair que c'est déjà là, je pensais plus à du lobbyisme, un peu quelque chose de plus agressif, quoi. Libre à vous d'aller agresser les politiciens. Non, mais oui, bien sûr. Mais par exemple, une coopérative de production serait capable de livrer de manière régulière des écoles, par exemple, toute une ville, on prend une grande ville, Yverdon, Lausanne, on dit voilà, les cours de cuisine, on peut vous livrer, à la limite même en faisant un rabais parce que leurs budgets sont faibles, mais dans le but de conclure des clients, un peu comme le dealer offre la première dose, quoi. Et puis c'est un plan quelque part, parce que c'est sûr que avec les enfants qui vont dire regarde maman ce que j'ai préparé, ce que j'ai goûté, papa t'as eu le goût différent, etc.
ça peut commencer à amorcer les gens, dire bah, tiens, Tinks, il allait peut-être voir ailleurs qu'à l'ami. Il y a un côté, c'est difficile à faire parce qu'il y a un côté, je dirais, d'investissement de promotion dans l'histoire. Il faut peut-être voir l'aspect du point de vue du producteur comme un développement d'affaires. Voilà, et à un moment donné, on peut essayer d'investir. Je pense que ça se fait déjà, quand on des portes ouvertes. Bah, je pense que les producteurs n'ont peut-être pas forcément les moyens, en tant que producteurs, de lancer un projet d'aussi grande envergure, mais c'est clair que s'il y a des aides... Pour cuisine, c'est pas beaucoup. Non, mais s'il y a des aides pour aller vers les collectivités, vers les institutions publiques, c'est clair. Non, mais si Anna, il y a plein de questions. Ouais, mais Léonard, tu voulais réagir? Moi, je veux bien réagir. Il faudrait que vous alliez les cuisiner, les légumes, parce que dans les écoles, il n'y a pas de... Ils travaillent avec des traiteurs extérieurs et il n'y a personne qui cuisine à l'intérieur de l'école. Donc en fait, c'est pas juste d'aller vendre les légumes aux écoles. Après, derrière, il faut faire un manger. Cours de cuisine. Parce que malheureusement, ils sont... C'est au cours de cuisine de préparer. Après ça, il y a quand même pas mal, et je pense que là, toi, tu peux en parler, beaucoup de projets dans les écoles déjà pour montrer aux enfants comment on pousse les légumes avant de mettre les légumes dans leur assiette. Mais ça, c'est vraiment, vraiment important parce que ça donne envie. Des fois, dans leur assiette, ils savent en légumes biologiques ou pas biologiques, ça leur parle pas beaucoup. Mais d'aller, de retourner dans des jardins communautaires, pédagogiques pour dire comment pousser les légumes, déjà ça, c'est déjà, on peut faire pas mal. En général, quand tu as gratté ton légume, que tu l'avais poussé ou que tu l'as arraché, en général, tu as envie de le manger. Et au final, ça n'a pas même goût. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de familles qui nous ont fait ce retour, que les enfants mangent mieux les légumes avec le panier. Parce qu'ils ont vu où il a poussé, dans le panier ils vont découvrir, qu'est-ce qu'il y aura dans le panier cette semaine, un peu la surprise. Et puis il n'y a pas besoin d'arriver avec des bonbons pour donner cette envie de découvrir et ce plaisir dans les yeux, que des légumes aussi, des carottes avec les fans, voilà, pas juste des carottes toutes propres, toutes lavées, sans fans. Voilà, exactement. De découvrir des formes rigolotes, je pense que là il y a pas mal. Juste pour vous informer, j'essaie de retrouver ce soir, je suis agriculteur à Pommiers, puis on s'est dit avec ma femme, il y a une autre réunion ce soir sur ce thème-là, justement, c'est assez rigolo. Ça se passe à Valère-sur-Vence, restauration collective et produits locaux. C'est le canton de Vaud qui a décidé de mettre à son budget, de faire des efforts pour qu'il y ait des produits locaux dans la restauration collective. Je ne peux pas vous en dire plus, pour ça que ma femme a été pour avoir des informations, voir si c'est du concret ou du... Voilà, la poudre, voilà, mais c'est intéressant de suivre et de voir les mesures concrètes avec ça. Le 10 décembre, il y a ça, oui, c'est une tournée, il y a plusieurs réunions. Le 10 décembre, Je crois qu'il y a un monsieur au fond qui est... Oui, j'aimerais que vous développiez un tout petit peu le concept d'équitable pour, soit pour les paysans, soit pour les consommateurs ou mangeurs. C'est quelque chose, moi je fais partie de l'association assez récente des Jardins de Nyon qui distribue des paniers, et puis c'est un thème qui est encore un peu là, on ne sait pas encore exactement qu'est-ce que ça veut dire, et puis si on doit répondre, on ne sait pas encore quelle réponse donner. Peut-être vous avez une longue expérience, si vous pouvez développer un peu. Alors c'est vrai que ce qu'il y a, c'est que prix équitable, après, de toute façon le monde agricole est quand même, c'est pas des très bons salaires, même si c'est équitable. Les heures du 100% ne sont pas les mêmes que dans un bureau. Ça de toute façon, après on pourrait aller encore beaucoup plus loin avec la réflexion, mais pour l'instant, nous déjà le rester, c'est on a pu comparer notre maraîcher, notre agriculteur qui en travaille chez le ROC, a pendant des années travaillé avec les supermarchés. Alors déjà lui, quand il n'y avait aucun contrat, il arrivait, on lui commandait tant de kilos de salade, il arrivait et on pouvait lui dire ah non finalement on n'en veut pas tes salades ou elles sont pas très jolies, et il devait récupérer toutes ses salades. Donc là au moins on a un contrat, c'est-à-dire qu'on lui dit en début d'année tu auras 400 paniers cette année, donc il peut déjà planter en fonction. Il est sûr qu'il ne va pas avoir sa salade parce qu'elle est un petit peu moins jolie ou que voilà, la couleur n'est pas tout à fait comme il le souhaite, elle ne va pas être refusée. Et puis la salade n'est pas payée 30 centimes, mais le triple.
Donc là, il peut payer ses factures, il peut vivre. L'idée, c'est pas qu'il fasse du profit et puis qu'il peut s'acheter un chalet à la montagne, mais qu'il puisse... Voilà. Et c'est lui, quand même, c'est l'agriculteur qui fixe ses prix. Après, je veux dire, nous, on a un contrat avec notre agriculteur, c'est pas notre employé. Il est indépendant. Et c'est lui qui fixe ses prix par rapport à... Il y a pas mal de facteurs qui l'aident à fixer ses prix. Mais voilà, donc ce prix-là, on ne va pas discuter pour dire « Ah ben non, ça tu nous fais moins cher, et puis maintenant ça... » Et puis par exemple, chaque année, on lui donnera un montant supplémentaire que juste le prix des légumes pour tout le temps qu'il passe d'organisation. On lui donne 5 000 francs par année juste pour le temps qu'il a un coup de téléphone, commander des légumes, des choses comme ça. On a aussi équitable dans le sens que plusieurs fois il a eu besoin d'argent et c'est pas évident quand on veut emprunter des petites sommes d'argent dans les banques. Soit on doit emprunter énormément, mais des petits crédits c'est vraiment très difficile. Donc on a aussi pu lui prêter de l'argent sans intérêt. Donc c'est tout, donc du côté maraîcher, c'est vraiment prendre déjà les légumes qu'il y a dans son champ, puis pas refuser, et puis payer le prix qu'il demande. Ensuite, côté consommateur, eh ben, c'est vrai que il y a eu récemment une émission à Bon Entendeur, et ils ont confirmé ce que nous on avait un petit peu cherché, on a fait des comparaisons entre les différents stands de marché, avec la Migros, la Coop. Et on a remarqué qu'on est environ, comme il n'y a pas l'intermédiaire, on est 20 à 30% meilleur marché que le bio en supermarché. Hein, je ne parle pas des légumes conventionnels. Donc voilà, pour nous c'était important que tout le monde soit gagnant. C'est pas, il n'y a pas, bien sûr on veut que l'agriculteur gagne correctement sa vie, qu'il soit payé correctement, mais il n'y a pas de raison de toujours oublier le consommateur et puis que s'il veut manger bien, il doit sortir son porte-monnaie et payer plus. On trouve que, voilà, il peut aussi être les deux gagnants. Merci. Pour moi, dans cette réflexion, j'aimerais quand même encore ajouter le point de qualité. Alors, nous, on compare juste carottes bio supermarché avec carottes panier légumes. Mais alors, là, carottes, c'est pas carotte. Alors même carottes bio dans le supermarché, c'est pas carotte, c'est pas n'importe quelle carotte. Alors à mon avis, moi je suis paysanne et j'exploite une ferme à Bongard. Mais à mon avis, c'est vraiment un appel aux paysans de savoir en fait quelle qualité ils produisent et puis de demander un produit qui n'a rien à voir avec le supermarché, mais qui est correct. Mais on est libre, on est autonome, alors on ne se compare pas toujours avec le supermarché. C'est bien d'avoir une référence et tout, mais après, il y a beaucoup d'éléments qui vont là-dedans. Et puis je pense, ça c'est un point qui, à mon avis, n'est pas encore suffisamment mis dans cette discussion-là. J'aimerais juste l'ajouter. En fait, le jour on paiera les légumes à la qualité plutôt qu'au poids, ça changera dramatiquement la situation. Ouais, alors c'est quelque chose sur lequel nous on s'est aussi penché dans le cadre du projet, en fait, notamment suite à l'idée où vous avez pris de Maillard. En fait, c'est effectivement on communique sur le local, sur le bio, mais c'est très difficile de communiquer sur la qualité et sur qu'est-ce qui fait la valeur nutritive. La différence de nombre de protéines assimilables d'un blé ancien par rapport à un blé moderne, comment est-ce que ça se calcule et puis après comment est-ce que ça se communique. Et je pense que là il y aurait aussi effectivement encore quelque chose à faire sur vraiment la qualité des produits et l'apport nutritif des produits. Parce que vous avez l'impact quand même assez énorme de tout ce qui est oligo-éléments dans la production d'un légume, du goût, au niveau de certains composés chimiques qui sont présents ou pas présents dans votre légume. Et je m'excuse, mais quand vous vous contentez d'éduquer des générations d'agriculteurs avec NPK, puis que c'est quoi ça sur l'autre page? Je me suis dit, mais ça on s'en fout. Il y a 2 pages d'oligo-éléments, mais ça on s'en fout, quoi. Juste les 3 éléments de base. Quoi. Et ça, c'est comme en gros si vous nourrissez des humains en disant c'est super, protéines, glucides, lipides, ils grossissent, c'est top. Alors ouais, vous êtes gros humains bien gros, mais je sais pas comment en gros, l'agriculture hyper intensive sous intrants chimiques, c'est ça. Vous fabriquez des obèses malades dans le champ, puis après il faut encore les soigner à renfort de produits, parce que évidemment, vous avez des signaux de détresse, et puis tous les insectes de la création, on les bouffer.
Une question. En fait, dans la vente de nourriture, la production de nourriture comporte sur le secteur d'affaires qui comporte des risques toujours. La question que je posais, c'était comment c'est posé sur la table cette question. Le maraîcher qui a son stand au marché supporte seul les risques de mes ventes. Le consommateur aucun. À l'autre extrémité, peut-être, c'est la question que je voulais poser, les paniers, l'abonnement de panier, c'est le consommateur seul qui supporte le risque. Il y a recevoir un panier, moi j'ai fait ça par exemple il y a 25 ans avec le Biogame Musée à Galmitz. Je ne sais pas si ça existe toujours d'ailleurs ce truc-là, mais quelque part, on recevait des légumes dont on n'avait pas forcément envie à ce moment-là. Mais enfin bon, on acceptait ça parce qu'on supporte le risque, on se démerde pour faire une soupe, une chose comme ça. Mais c'est toute la question qui est posée dans l'affaire. Le commerçant intermédiaire, quelque part, disons la Migros, la Coopé, là c'est aussi, j'aimerais savoir, elle qui supporte le risque, mais qui fait payer le risque beaucoup trop cher à ses producteurs et à ses consommateurs. Hein. Moi je trouve que c'est un peu la question qu'on peut peut-être essayer de développer un peu là-dessus, c'est dans cette affaire-là, le risque, qui paye, qui supporte le risque, parce que le prix qu'on vend quelque chose est directement lié au risque qu'on supporte. Si par exemple moi je décide de, je suis indépendant pour développer des systèmes techniques, on va pas revenir là-dessus, mais au client je dis toujours voilà, je t'offre ça si c'est un travail qu'on dit voilà c'est en régie ou quelque chose comme ça, puis si c'est toi qui supportes le risque, c'est plus cher. Si c'est moi qui supporte le risque, non, si toi qui supportes le risque c'est moins cher, si c'est moi qui le supporte c'est plus cher. Et on met les choses sur la table. Pour la production de nourriture, je voudrais que cette question soit aussi un peu soulevée là-dessus dans ces réseaux, ça me semble intéressant. Alors, c'est vrai que, en tout cas, je pense qu'avec le jardin potager, on a trouvé quelque chose d'un petit d'intermédiaire. C'était intéressant, on a évolué durant ces 10 ans. Au tout début, c'est Gilles Roch, notre maraîcher, qui décidait ce qu'il mettait dans le panier. Mais c'est vrai que lui, il est, comme presque tous les agriculteurs, absolument débordé. C'est de la folie, il fait des heures et des heures et des heures. Et il n'a pas le temps d'avoir une réflexion. Et en plus, c'est pas lui qui cuisine. Donc, il nous mettait 3 semaines de suite des choux avec choux blancs, choux rouges, etc. Et c'était juste... Et on s'est dit, mais il faut qu'on fasse un groupe de réflexion sur qu'est-ce qu'on met dans le panier. Pas que ça soit juste au dernier moment, le mardi, ah bah qu'est-ce qu'il y a dans le champ, bon, hop, 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 j'en mets 3, puis c'est bon, on y va. Donc, maintenant, depuis plusieurs années, on a un groupe de coopérateurs qui se réunit toutes les 6 semaines, avec l'agriculteur, bien sûr, et on prévoit sur 6 semaines pour que le rythme soit agréable pour les coopérateurs, c'est-à-dire qu'on va mettre les carottes 2 fois sur 3, les patates 3 fois sur 4, après on change le côte de bête, etc. pour que ça soit agréable. Ils se donnent la peine pour que ça soit des jolies couleurs, pas qu'il n'y ait que du vert. Ils se donnent la peine pour voir qu'il y ait aussi au niveau mise en panier, que ce ne soit pas que des choses à peser, à mettre en sachet comme la doucette, des épinards, mais qu'il y ait des épinards, qu'il y ait un équilibre. Donc c'est clair que le client ne peut pas choisir ses légumes, mais il y a un petit groupe de 4 personnes qui ont une réelle réflexion pour que ça soit agréable pour le consommateur et des quantités agréables aussi. Pas se dire, ah bah j'ai beaucoup trop d'oignons, allez je mets 1 kilo dans les paniers. Et vous mettez des recettes avec, non? Des recettes, on a aussi des recettes, ouais. Mais ça veut dire que la sélection que vous faites, elle oriente les cultures de 6 semaines en 6 semaines? Alors pas la culture, c'est-à-dire que lui, il a aussi les marchés. Donc il y a quand même d'autres canaux pour... simplement, c'est vrai qu'on va être influencé par rapport à ce qu'il y a dans les champs et qu'est-ce qu'il a beaucoup. Si c'est une année où il a énormément d'haricots, eh ben, on en mettra peut-être plus souvent que si une année où il a très peu d'haricots, on en mettra peut-être 2 fois dans la saison. Et s'il a beaucoup d'haricots, ben, toutes les 2 à 3 semaines, on mettra des haricots. Donc il y en aura peut-être 6 fois. Donc dans ce sens-là, c'est solidaire, dans le sens qu'on tient compte de ce qu'il y a dans son champ. Mais c'est pas... voilà. La différence majeure peut-être par rapport à vous, monsieur, c'est dans un domaine technique, vous le savez bien, c'est qu'on peut quand même grosso modo maîtriser tous les paramètres d'entrée de jeu. Donc, le développement c'est dur. Hein. Oui, dans le développement c'est un peu plus... Mais vous êtes d'accord quand même que vous avez plus de maîtrise des paramètres au final, vous savez telle pièce, tel coup, tel machin. Là dans l'agriculture, c'est plus presque un changement sociologique, je dirais. Hein. Moi qui ai vécu presque 2 ans là en gros sur ce qui poussait, quoi.
En fait vous avez la dalle, il y a ça qui pousse, super, vous êtes déjà bien content de le choper quoi. Donc après c'est aussi une histoire de société de riches où on a l'habitude d'avoir le choix, d'avoir tout, et puis on n'a plus même ce réflexe de valoriser certaines choses en prévision du tiens il n'y en aura peut-être plus après. C'est tous les trucs, non ça prend trop de temps, puis ça coûte 2 francs 30 à la COP d'acheter une boîte toute prête, où on a exploité des types pour la préparer. Donc il y a aussi cette espèce de... C'est vraiment c'est de la sociologie, je m'excuse, mais c'est du comportement social. Mais si on veut que ça change, que les choses changent à une échelle plus large, c'est quand même le but. On a tous envie que ça change à une échelle plus large, qu'on ne soit pas un groupe de marginaux, chacun de son temps, mais que ça change à une échelle large. Et vraiment, on fait un gros changement social. Là, il y a un changement culturel. Et puis, il faut parler des exemples, par exemple, comme cet agriculteur qui a oublié son nom, Maillard, là, non avec le blé. C'est impressionnant. Ouais, exactement. Maillard, c'est celui qu'on a vu, mais il y a aussi un autre par rapport au blé ancien, donc Duc, qui lui, en fait, a commencé, donc il a toujours donné son blé à ses poules, sans les pousser du tout, et ces poules ne pondaient pas en hiver, parce que voilà, il leur donnait du blé. Quand il est passé aux céréales anciennes, ces poules ont recommencé à pondre en hiver. Donc ça, c'est aussi quelque chose, de nouveau par rapport à comment on fonctionne, effectivement, comment on fonctionne avec ce qui est autour de nous, et comme, et la valeur nutritive de ce qu'on mange, c'est quand même assez... Moi, je participe, on a participé à la création des paniers sur Renan avec les femmes solidaires depuis 9 ans maintenant. Et puis, moi, je voulais intervenir par rapport aux liens qui pourraient se faire avec des hôteliers, avec des restaurants, etc. Parce que ça me vient l'idée, parce que je suis allée à la conférence de Serralini contre les OGM, et lui, il a fait un bouquin là-dessus en ayant des liens avec des grands cuisiniers en France pour les sensibiliser. Puis eux, ils étaient aussi très, très prenants quelque part. Ça commence à leur faire peur, tout ce qui se passe, etc. Et je me dis, pourquoi pas les paysans d'ici qui font du bio pourraient pas essayer de se lier avec les cafetiers hôteliers, l'association, je ne sais pas comment elle s'appelle, pour essayer d'aller les sensibiliser une fois quand ils font une réunion, puis de voir s'il y a des gens qui seraient vraiment intéressés dans la région où on peut vivre par là. Je me pose la question s'il y a déjà eu des démarches dans ce sens. Ça se fait. Moi, par exemple, j'ai la chance d'avoir un restaurant gastronomique qui est pas très loin, qui est à Bretagne. Et puis, effectivement, c'est une chance de pouvoir échanger avec un cuisinier gastronomique professionnel sur la qualité du produit, qu'est-ce qu'il en fait, comment il le travaille, et puis le retour par rapport à ses clients. C'est vrai que c'est une chance pour nous, c'est pas un truc qui est, on va dire, un écoulement économique majeur, mais d'un point de vue de l'expérience, c'est assez génial. Maintenant, effectivement, madame a raison en disant que c'est quelque chose à développer. Après, tous les chefs ne sont pas patrons. Donc, il y a beaucoup des budgets, c'est exactement le même problème qu'avec les cantines finalement. Ils sont limités aussi par ça. Ouais, et à l'inverse, tous les paysans ne sont pas des commerciaux non plus. Et je pense que la vente directe, déjà ça, faire des marchés ou faire un marché à la ferme, ça demande des compétences, ça demande en tout cas une envie qui n'est pas forcément innée chez tous les agriculteurs. Et je pense que ce genre de démarche-là, alors je pense qu'effectivement il y a une énorme place à prendre dans les restaurants, dans l'hôtellerie, etc. Mais il faudrait effectivement qu'il y ait un peu des intermédiaires, des gens qui soient motivés à le faire, sans recréer 15 000 intermédiaires, sans que ça passe par la COP, etc. Mais le paysan qui fait du maraîchage, ou celui qui fait des céréales anciennes, qui fait sa farine, qui doit écouler, etc., il n'a peut-être pas forcément le temps non plus d'aller voir tous les restaurants, d'aller voir toutes les crèches, d'aller voir, etc. Et je pense que là, il y a clairement une place à prendre, une place d'entrepreneur à prendre quelque part, ou d'association, pour développer ces échanges-là. On peut aussi tout le problème de la livraison. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui ont approché Villeroc, mais le problème c'est qu'en Marais il n'a pas le temps et financièrement de devoir aller jusqu'à Lausanne, à Neuchâtel ou je ne sais pas où, pour aller livrer des restaurants, parce que les restaurants ils ne veulent pas une fois par semaine, ils veulent tous les jours des légumes frais.
c'est encore toute une organisation. Et puis, par rapport à la quantité de légumes qu'ils achètent et par rapport au coût que la livraison demande, c'est pas encore... Ouais, il faut encore, là, il y a encore un peu de travail. Ouais, c'est pas encore gagné. Mais on a une jolie expérience là pour le 150 millième panier distribué. Jean Potager a collaboré avec la brasserie de Mont-Blanc et puis ils ont fait un menu, une soirée uniquement avec des légumes biologiques de ballon. Et c'est vrai qu'on a eu un très très bon écho, les gens ont vraiment adoré et ont trouvé que les légumes avaient vraiment un goût différent et c'est vraiment été une magnifique expérience. C'est intéressant d'avoir le retour des professionnels qui sont contents de travailler avec des produits qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir tout le temps. Moi, Michael, il était là, t'imagines pas la tête de mon apprenti quand j'ai amené des choux-fleurs violets. Ah bon? C'est quoi ces machins? Et puis il est tout content et puis ça fait une super expérience. Je voulais juste confirmer, parce que je travaille à la ville de Lausanne sur le plan restauration collective durable qui existe, parce que le conseil communal a voté 1,3 million précisément pour développer 70% d'approvisionnement de proximité, 30% de labels, et puis un indicateur santé, enfin, qualité nutritionnelle et performance économique. Les budgets sont très serrés, ce sont nos impôts. Alors les parents gueulent déjà maintenant, parce que ça coûte trop cher, vous imaginez qu'on ne peut pas mettre moi, j'espère que la commune de Lausanne, qui a beaucoup de domaines elle-même agricoles, va aussi pousser. Bien sûr, les produits des domaines sont utilisés, mais les petits ne boivent toujours pas de vin. Je sais, je suis au courant. Donc Lausanne est un bon exemple par rapport à plein d'autres endroits dans le canton de Vaud, et j'aimerais bien qu'il y ait les autres endroits aussi. C'est une volonté marquée. Maintenant, le problème auquel on va être confronté avec des objectifs qui sont très ambitieux, comme 70% de proxy, 30% de labels dans les achats. Je tiens à dire, juste pour les labels, c'est pas que le bio. On parle beaucoup, parce que là, on parle ici de mode de production, donc bien sûr, c'est central. Mais il n'y a pas que le bio, il y a aussi la pêche, il y a les animaux, enfin il existe. On achète beaucoup de produits qui méritent aussi d'être un petit peu plus sous la loupe, élevage, pêche, etc. Donc il n'y a pas que le bio. Et puis il y a toujours aussi peu d'argent. Donc il faut aussi pouvoir être attentif à des achats. Alors le problème, c'est la maturité des filières. C'est ce que vous évoquiez exactement en disant qu'il y a une place à prendre. Il y a un vrai intérêt, il y a une attente, je lance un appel. C'est en route. Mais la vraie difficulté, c'est il faut un intermédiaire, parce que comme vous l'avez dit, le paysan ne peut pas s'amuser à faire 15 restos, 15 cantines dans la journée, c'est pas son job. Ce sont des filières de grossistes, de proximité, coopératives de proxy, avec la logistique qui va derrière, c'est-à-dire pouvoir livrer les cuisines professionnelles. Voilà. Oui. Et ça n'existe pas de manière suffisante. Mais de la même façon que, d'ailleurs je tiens à vous remercier, quand on peut trouver des ressources chez les consommateurs de gens qui ont des compétences, qui les mettent à disposition comme vous pour créer des paniers, les agriculteurs c'est clair qu'on ne peut pas tout faire, même si on a les compétences, il y a vraiment ce problème de temps, c'est infernal. Et je pense que les ressources elles sont dans la société, donc si des consommateurs ont vraiment envie de changer la façon de consommer, il faut qu'il y ait comme vous dites, des coopératives, des organisations qui nous aident à écouler nos produits, et puis sans avoir le mauvais objectif d'encore une fois de seulement l'économie puis faire du profit sur des marges des intermédiaires, mais simplement au service d'acheminer les produits locaux là où il faut, quoi. Et avec les collègues, on est tout le temps en réflexion à comment on parlait de la Poste qui veut se mettre ça pourrait peut-être être une solution, qui veut se mettre à livrer des produits alimentaires. Parce qu'on ne peut pas nous se déplacer, prendre notre camionnette pour quelques kilos à un bout du canton, à l'autre bout chaque jour, c'est le casse-tête. Et là, on passe à un nœud. Mais je suis sûr que ça peut venir vraiment de la société civile, les solutions. De la même façon que vous avez fait les paniers. J'ai une question sur la qualité.
J'ai devant moi les statistiques de BioSuisse. Je regardais tout à l'heure parce que je faisais mon ordinateur. Donc, il semble qu'en Suisse, 12,3% selon BioSuisse des fermes sont bio. Canton de Vaud, seulement 5%. Première question, pourquoi? Et puis la deuxième question, c'est la permaculture. Parce que la permaculture, je la comprends comme l'aboutissement du bio. C'est-à-dire... alors voilà, je vais essayer de répondre. Combien de permaculture dans les 5,5%? Alors par rapport à Bio Suisse et Bio Vaud, effectivement, la Suisse alémanique a beaucoup plus poussé dans le sens du bio, beaucoup plus vite. Après, il y a aussi des données topographiques. Ça veut dire que dans les cantons comme le canton de Vaud, où il y a des plaines, où il y a des grands domaines qui font de la grande culture, c'est beaucoup plus difficile de passer en bio que dans les grisons, où c'est de l'agriculture de montagne, où c'est presque de base déjà bio. Donc déjà, il y a après des problèmes de sensibilisation et d'encourager à passer au bio, mais c'est aussi des données. Voilà, c'est pas forcément qu'on est... On est un peu en retard, mais on n'est pas autant en retard. Olivier Maillard est un bel exemple, dans le sens où il le disait clairement, quand on arrive à produire sur 1 hectare jusqu'à une dizaine de tonnes de blé, c'est très dur de d'un coup passer à 3-4 tonnes sur le même hectare dans la mentalité, dans la culture. On est dans la zone de Suisse où on produit très fort. Le changement est d'autant plus dur. Mais alors ça, c'est sur une base de rendement calculé sous les... Désolé pour ceux qui sont dans la technique, un rendement, personne, à part dans l'agriculture, ne calcule un rendement comme ça. Ça n'existe nulle part. Non, mais c'est l'existant, c'est comme ça, les agriculteurs... Là, on calcule la quantité à l'hectare, mais c'est pas un rendement, ou alors le nom n'est pas exact. Un rendement, c'est une question d'énergie fournie, d'énergie absorbée, et qu'est-ce qui est restitué en énergie. Donc, si vous faites le calcul de rendement de manière physique, comme un bon vieil exercice de physique, la plupart des agriculteurs conventionnels ont un rendement négatif. Après, pour répondre à monsieur par rapport à la permaculture et le rapport avec l'agriculture bio, alors nous on est labellisé en bio parce qu'effectivement on a des grandes cultures et que de toute façon pour nous, d'un point de vue économique, si on ne peut pas les valoriser, on ne suit pas. On n'a pas encore la structure pour valoriser 15 hectares ou 14 hectares de céréales directement nous-mêmes. Pour petit exemple, cette année j'ai fait des lentilles, Fenatrico était censé me les acheter. À la dernière minute, ils m'ont dit oh, il faut les stocker, on ne sait pas. Du coup, j'ai 3500 kg de lentilles sur le bras. J'ai quand même les lentilles. Maintenant, pour ce qui est entre le bio bourgeon, bio suisse, je sais pas si c'est aussi bio fédéral, mais variante. Mais pour bio bourgeon et la permaculture, par exemple, nous on est sur un projet de poulailler mobile typiquement. Les règlements de BioSuisse sont conçus pour des exploitations qui partent d'un statut conventionnel, semi-industriel, je dirais, pour que les animaux aient de la place, un minimum d'espace vital, etc. Mais par rapport à ce qu'on peut faire en permaculture quand on travaille avec des tout petits cheptels, comme par exemple nous on veut travailler là pour travailler sur nos surfaces maraîchères avec les poules et tout, on va travailler avec 25 poules. Ok. Maintenant si vous prenez le cahier des charges BioSuisse qui est long comme le bras pour fabriquer votre poulailler et appliquer aux normes, vous arrivez à un poulailler qui est de bonne taille, quoi. Quand même si le mobile est déjà de bonne taille, entre les zones de climat extérieur, les surfaces intérieures et tout. Mais pour nous, dans l'idéal, les poules sont libres toute la journée et elles rentrent que la nuit. Une poule de nuit, elle prend l'espace de ça sur un perchoir. 25 poules, si vous avez plusieurs perchoirs, ça prend pas un espace monumental, vous pouvez pas une petite carriole, vous déplacez même à bras. Mais pour respecter le label, pour respecter les normes, qui sont, je rappelle, pour des élevages en général de moyenne de 500 poules minimum, qui ont droit à 2 unités pour arriver à 1000 poules, on n'est pas dans la même masse de production, on n'est pas dans la même dynamique. Et nous on a joué, vous voyez, ces trucs pour respecter le label et puis en même temps essayer de faire nos choses culturelles. Mais pour être franc, ce poulailler mobile, il sera mobile à 4 mecs bien costauds qui doivent tirer, ou alors il sera mobile avec un engin, quoi. Et ça, pour nous, c'est un problème parce qu'on a bien aimé se passer de l'engin. À terme, éventuellement, pourquoi pas un quadrupède, un cheval, un âne, n'importe quoi, mais on est obligé de jongler avec ça, quoi.
Non, la permaculture n'est pas le pendant extrême du bio. La permaculture est une voie différente qui ne se ferme pas à toutes les autres techniques, mais qui cherche à créer vraiment quelque chose de cyclique et de vraiment un écosystème durable et de se faciliter la vie. Et souvent, bien souvent, on ne rentre pas dans les cases. Déjà, les bio ne rentrent pas dans les cases quand les conseillers agricoles, c'est déjà compliqué pour les paysans doivent savoir, hein, on a tendance à faire des spécialités. Mais alors, la permaculture ne rentre même pas dans les cases du bio. Donc, on est obligé de composer donc, de créatifs. Dans les cases définies par la réglementation fédérale. Mais sinon, la question que j'ai compris moi, c'est que l'idée de la permaculture, c'est de rechercher à être maximum bio, mais avec un accord encore. Maximum naturel, mais oui, alors là, d'accord. Pas selon ce qui est défini par la finale du label, non. Ah non, pas du label. Non. Je pense que le label, c'est peut être important, suivant comment il est fait. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le label, en fait, c'est quand il n'y a pas de contact direct entre le consommateur et le producteur, c'est un intermédiaire qui certifie la qualité de la production. Et d'une fois qu'on a un contact direct entre le consommateur et le producteur, c'est les deux qui décident de la qualité de la production. On n'a plus besoin de label. Si on a des producteurs qui sont pas, une fois qu'ils sont établis en tant que producteurs, qui connaissent leurs clients et puis qui a une relation de confiance qui est établie, les gens ils finissent par regarder la facture de la labellisation et puis ils disent bon, écoutez, bonne journée. Ouais, le label est utile pour être distribué et surtout. Voilà. Nous, typiquement, c'est vraiment uniquement pour la partie céréale en culture, parce que ça prend du temps de partir d'une situation et puis de multiplier nos propres céréales anciennes, etc., pour arriver à un stade utilisable, qu'on peut couler directement. Après, la politique agricole n'est pas non plus. Je fais juste un aparté sur la permaculture. Il y a un site internet de l'espace Dickens où toutes les conférences qui ont toutes été filmées sont répertoriées et vous retrouvez tout l'historique des conférences. Et il y a eu une conférence sur la permaculture. Alors monsieur, si vous voulez vous informer sur la permaculture, c'était une conférence très intéressante et vous comprendrez un peu ce que c'est que la permaculture, parce qu'en fait c'est pas vraiment à comparer au bio, c'est une technique de culture. Donc, il y a les archives vidéo de toutes les conférences sur le site internet Espace Ma compréhension de la permaculture, c'est même pas vraiment une technique agricole, c'est plutôt un système conceptuel en fait. Oui, voilà, c'est une boîte à outils avec certains principes, mais qu'on peut, en gros, c'est s'inspirer de la nature et transposer ça à tous nos systèmes humains. Entre autres l'agriculture, mais pas forcément. Ça pourrait être, voilà. Ça pourrait être oui, donc après, il y a un amalgame qui est fait avec l'agriculture, mais c'est pas forcément. L'agriculture, c'est quand même. Oui, à la base, mais c'est pas une technique agricole, c'est ça que je veux dire. Il faut regarder la conférence. Madame, vous avez une question? Oui, c'était pour la permaculture aussi. Oui. Excusez-moi, c'est une question. Oui. Vous êtes en permaculture sur un demi-hectare de maraîchage, c'est juste? En progression. Oui. C'est pas possible d'imaginer de la permaculture sur les terres ouvertes, sur les grandes cultures. Alors nous, là pour le coup, on est quand même un domaine relativement morcelé. Hein. On a quelques parcelles assez proches de la maison. À l'origine, c'était surtout des herbages, d'ailleurs des pâturages. D'ailleurs, là où on cultive nos légumes, d'ailleurs, c'était le but d'aller sur ces herbages parce que justement, ils étaient en herbage bien avant la naissance de ma mère. Par conséquent, ils ont eu une pollution chimique plus faible que, je dirais, les grandes cultures. Après, effectivement, faire de la permaculture à très grande surface, à très grande échelle, c'est possible. C'est pas évident quand vous êtes morcelé. Donc moi, personnellement, j'ai opté pour le design permaculturel pour tout ce qui est proche de la maison, hein, dans un rayon assez raisonnable. Parce que quand vous faites tout à la main, en général, les déplacements, ça coûte vite, quoi, physiquement. Et par contre, pour ce qui est un peu plus éloigné, là, par contre, on opte pour une approche plus agroforesterie, en fait. Là, on va petit à petit réorienter certaines parcelles, changer le sens de travail des parcelles et puis commencer à planter des arbres. Ce qui n'est pas évident, c'est que vous devez suivre des axes géographiques, nord-sud. Si vous perdez en production, au revoir.
Donc oui. Quand vous faites ce genre d'innovation, d'agroforesterie, si c'est un projet, là vous rentrez dans les cases des subventions agricoles ou des... Pas toujours, non, mais on va essayer, on essaie à chaque fois de le voir. Par exemple, je vous donne un exemple, il y a les fameuses prestations paysages, je ne sais plus si elles s'appellent comme ça. On vous paye en gros 100 balles si vous avez culture colorée, mais il faut avoir 10% de vos surfaces, voyez. Après, on arrive dans des problèmes techniques comme ça, pour un type comme moi, qui a quelques surfaces de communes qui sont des surfaces d'1,5 hectare. Mais j'ai 16,5 hectares de terre ouverte. Par conséquent, il faudrait qu'elle fasse 1,65 hectares pour rentrer dans la case. Du coup, l'année passée, je rentrais dans la case, puis cette année, je reçois un papier de l'Office de l'agriculture, comme quoi je ne rentre pas dans les cases, qui m'avertissent qu'attention, pour l'instant, ils ne me retiennent rien, mais la prochaine fois, ben voilà quoi. Donc, effectivement, les directives fédérales coupées au couteau, comme ça, pas toujours terrible, quoi. Le problème, c'est quand on a ces normes qui viennent d'Europe, c'est très peu flexible quand on est dépendant de ces normes, ou l'importance de l'autonomie. Par exemple, pour l'agroforesterie, ceux qui font l'agroforesterie, ils leur déduisent la ligne où il y a les arbres, ils leur déduisent la SAU qui donne droit, parce qu'ils sont payés à la surface, les paiements directs, ils leur déduisent ça de la surface qui donne droit au paiement direct. Parce que c'est pas là qu'il fallait mettre les arbres. Voilà, ça rentre pas dans les cases de l'agriculture, c'était jamais été prévu dans les règlements qu'on mette des arbres au milieu d'un champ de blé. Ça ne serait pas en prairie permanente? Non, tu peux. Je sais pas, je m'étais renseigné. C'est pas en bande d'herbeuse permanente. C'est comme si tu avais une surface d'herbe. Ouais, mais si tu l'as, le problème c'est que tu dois la faucher. Et puis les gens qui font des grandes cultures, ils ne peuvent pas aller faucher cette petite bande. Alors ils la broient, et puis comme ils la broient, c'est pas une utilisation agricole. Alors ils leur enlèvent cette bande. Il y a pas mal de choses absurdes comme ça.